Bienvenue à tous. Je pense qu'il y a encore des connexions en cours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hortense Peta, que je pense la plupart d'entre vous connaissent, qui est pneumopédiatre au CHU de Rouen, qui a fait sa thèse de sciences au CHU de Caen avec l'équipe de Mériadec et d'Astrid, et qui va nous parler aujourd'hui de charge virale et séquençage de rhinovirus. Alors, mon petit rappel habituel, si j'arrive à passer la diapo. Hop, hop, hop. Voilà, donc, ou pas. Voilà, donc, le petit mot, bon, vous savez tous, hein, les objectifs de la FHU Respire, qui sont donc d'améliorer la santé respiratoire par une approche intégrée, prenant en compte les caractéristiques de l'hôte dès l'enfance, l'environnement et les pathogènes et leur interaction au niveau pulmonaire. Et là, on va parler d'un pathogène en particulier, le rhinovirus, qui est un pathogène commun, fréquent, mais qui peut avoir des conséquences. Je vous rappelle donc tous les partenaires de la FHU respirent, et on est content de savoir que ces partenaires sont de plus en plus nombreux. Donc nos objectifs avec cette dernière conférence du dernier mardi du mois, c'est de faire connaître la FHU Respire et de mettre en avant les compétences et les travaux de recherche des membres de la FHU. Les conférences sont soit orientées grand public, soit réservées aux professionnels de santé, et elles surviennent chaque dernier mardi du mois de 13h à 14h. Donc la durée de la présentation, c'est autour de 30, 40, 45 minutes pour se donner un petit peu de temps d'échange, mais que tout soit terminé un peu avant 14h pour que chacun puisse vaquer à ses occupations, puisqu'on sait que les emplois du temps sont chargés. Et l'événement est diffusé auprès des 4 CHU, des 6 universités partenaires et de tous les partenaires de la FHU en général. Le programme de 2024 est ouvert à proposition. Vous voyez, on a déjà la date, enfin, le premier intervenant de 2024 qui est le docteur Frédéric Le Guillou de l'association Santé Respiratoire France. N'hésitez pas si vous avez envie de présenter quelque chose ou si vous avez envie d'inviter quelqu'un à présenter quelque chose. Tout est ouvert. Et donc, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole, enfin, je vais arrêter mon partage pour laisser Hortense partager son écran. Et je la remercie encore d'avoir accepté de nous faire cette belle présentation. Merci. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Tiens, tiens. Hop, je ne sais pas si c'est bon. Je pense que c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci Claire de m'avoir présenté. Donc oui, je vais vous présenter un petit diaporama, une petite présentation sur la charge virale et le séquençage des rhinovirus. Alors Claire a rappelé effectivement, moi, à la base, je suis pédiatre et puis j'ai fait une césure entre l'internat et le clinica. Dans la pratique de la clinique pour réaliser une thèse de sciences que j'ai soutenu le 4 juillet dernier et qui portait sur l'étude des codétections virales dans les prélèvements respiratoires, apport de la charge virale normalisée pour la compréhension des infections respiratoires virales multiples. Alors, vous le savez, bien sûr, les infections respiratoires aiguës représentent un enjeu de santé publique majeur et elles ont pour principale origine, en grande majorité, les virus respiratoires qui vont impacter en termes autant au niveau des soins primaires que à l'hôpital et en représentant un poste important de prescription inappropriée d'antibiotiques et dont le poids est difficile à évaluer, mais dont des études récentes essayent d'évaluer ce burden en termes de coûts, en termes de nombre d'hospitalisations, pour diminuer le fardeau dû à toutes ces infections respiratoires. Alors, quels sont les déterminants du phénotype d'une infection virale? Ils sont plusieurs. Le premier, évidemment, c'est l'hôte qui va présenter un polymorphisme génétique et immunitaire. Le virus ou les virus qui vont contaminer, infecter cet hôte. Et puis, en interaction avec ces deux systèmes, évidemment, le microbiote respiratoire.
Alors la difficulté qu'il existe quand on s'intéresse aux infections respiratoires aiguës virales, c'est que finalement on ne va avoir une visibilité que sur la partie émergée de l'iceberg, car les infections graves hospitalisées qui sont à notre disposition pour faire les études, les statistiques, etc., elles sont finalement peu nombreuses et la majeure partie des infections virales sont traitées en ville quand elles sont traitées et parfois elles peuvent être également possi ou asymptomatiques, donc non vues, même par, les soins primaires. Quels sont, les virus respiratoires? Ils sont, très nombreux, on en connaît une vingtaine qui vont être responsables d'infections, respiratoires aiguës, parmi lesquelles évidemment, le virus respiratoire syncytial, la grippe, les para-influenzae, le bocavirus, l'adénovirus, le métapneumovirus et bien sûr celui dont on va parler, les rhinovirus, donc HRV pour human rhinovirus. Tous ces virus respiratoires, ils vont engendrer, chez les patients des infections respiratoires hautes ou basses avec des symptômes divers et des diagnostics divers. Et la question, du choix du prélèvement, comment est-ce qu'on met en évidence, ces virus, eh bien, va se poser. Alors ça peut être par différentes techniques, l'écouvillonnage qui peut être oropharyngé ou nasopharyngé, des expectorations, bronchiques, et puis, également, le lavage broncho-alvéolaire qui, vous le savez, est, quand même une méthode assez, invasive. En termes dans les études, dans les publications, le choix, du prélèvement nasopharyngé, est privilégié parce qu'il est peu invasif, il a une bonne rentabilité et il est reproductible d'un acteur à l'autre, d'un préleveur à l'autre. Alors depuis, quelques années, il a été mis à disposition uniquement en milieu hospitalier, des machines, donc de PCR multiplex, rapides où en fait, un des gros avantages, c'est qu'il n'y a pas, presque pas de temps technicien. C'est-à-dire que, le préleveur eh bien, fait, l'écouvillon nasopharyngé, heu l'écouvillon est conservé dans un milieu de transport, virologique et en fait, le technicien a juste à, homogénéiser, le prélèvement et prélever, un petit volume qu'il met directement dans les petites cassettes que vous voyez là de toutes les couleurs, et puis ces petites cassettes sont mises dans les machines et du coup, en 2 heures, on a un résultat qualitatif avec un panel, d'environ, alors ça dépend des machines, mais entre 15 et 20 cibles virales. Il y a aussi, possibilité de détecter des bactéries intracellulaires et du coup, ces machines sont acquises pour l'instant exclusivement, en milieu hospitalier. Les virus respiratoires se caractérisent par une saisonnalité qui est connue et décrite, qui va peut-être être bouleversée, par, l'endémisation peut-être du SARS-CoV-2 et aussi, peut-être l'adaptation, des nouvelles immunoprophylaxies, disponibles, je pense, au Beyfortus. En tout cas, vous le voyez, les rhinovirus ont une saisonnalité connue et en fait, à un instant T, on a, plusieurs, virus qui peuvent, co-circuler, et du coup, à un instant T, un patient peut être infecté par plusieurs virus respiratoires et c'est ce qu'on appelle les co-détections, co-infections virales. C'est la présence simultanée sur un prélèvement respiratoire de plusieurs virus respiratoires et alors, selon les études, ces co-détections virales vont représenter entre 20 et 75 vont concerner pardon, entre 20 et 75 des échantillons respiratoires à l'hôpital. Alors, du coup, on s'est basé sur, les publications. Quels sont les virus les plus souvent impliqués dans les, codétections virales? Eh bien, avec cet article qui était paru en 2016, il avait été, mis en évidence que, les virus les plus souvent, mis en évidence dans les codétections virales étaient les rhinovirus, les VRS et les coronavirus, endémiques.
Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur l'étude de ces 3 différents virus respiratoires. Et donc, je vais vous parler plus précisément du rhinovirus aujourd'hui. C'est un virus qui est un petit virus qui a un ARN monocaténaire de polarité positive. Il y a 3 espèces décrites, le rhinovirus A, B et C. Ils circulent toute l'année et ils sont décrits comme ayant un rôle dans le développement ultérieur de l'asthme chez l'enfant et également dans un rôle dans le développement des bronchopneumopathies chroniques obstructives. Donc, je vous le disais, c'est un petit virus qui est non enveloppé, 3 sérotypes, plus de 150, 3 espèces, pardon, plus de 150 sérotypes décrits. Il est composé donc d'un génome qui fait à peu près 7200 kilobases, d'une capside qui a 4 protéines qui sont nommées de VP1 à VP4. Et les sérotypes vont se distinguer au niveau des régions qui codent pour VP1 ou VP4-2. Ils sont donc multiples et l'arbre phylogénétique, donc la description de tous les sérotypes des rhinovirus, est régulièrement mise à jour et accessible sur Internet. Alors, quel est le cycle viral des rhinovirus? Ceux-ci vont pénétrer par les voies aériennes supérieures et puis ils vont se lier à des récepteurs qui vont être différents selon leur type et se multiplier dans le cytosol grâce au ribosome cellulaire, ce qui va engendrer également le recrutement de cellules inflammatoires. Comment les rhinovirus sont transmis? Eh bien, par contact ou par aérosolisation. L'inoculation, elle est nasale ou conjonctivale, elle n'est pas orale. Et ce qui est caractéristique du rhinovirus, c'est qu'il peut survivre sur des matières inertes pendant plusieurs jours et pendant 2 heures sur la peau. Alors, au niveau de leur pathogénicité, je vous l'ai dit, il y a plusieurs sérotypes, enfin, il y a de multiples sérotypes, et donc, en fait, on peut être infecté plusieurs fois par an au rhinovirus, par des rhinovirus donc différents. Il est estimé qu'un adulte, en moyenne, va avoir 2 à 3 infections par an à rhinovirus, et les enfants, jusqu'à 6 par an. On pensait avant qu'il était uniquement responsable d'infections respiratoires hautes, donc de rhinite, rhinovirus, mais en fait, eh bien, il a été montré qu'il se répliquait très bien, voire mieux dans les voies respiratoires basses, et en fait, il entraîne un décollement des cellules épithéliales, donc une desquamation, en fait, sans les détruire. Il circule toute l'année, mais avec une préférence avec 2 pics saisonniers, au début de l'automne et au printemps. Il peut circuler donc jusque 100 sérotypes différents de rhinovirus au cours d'une même saison et les symptômes et les diagnostics peuvent être multiples. Donc, ça peut être des rhinites, des otites, des pharyngites, sinusites, bronchites, bronchiolites, exacerbation d'asthme, des pneumopathies, des exacerbations de BPCO. La répartition des différents types, espèces de rhinovirus sont à peu près pour moitié du rhinovirus A et après 40% de rhinovirus C et environ 15% de rhinovirus B. Alors, on sait que les rhinovirus ont un rôle dans le développement des maladies respiratoires chroniques. En particulier, on sait que les infections précoces, donc des bronchiolites et des exacerbations d'asthme du nourrisson induites par le rhinovirus sont associées à au développement ultérieur de l'asthme. On sait que quand un enfant, un bébé présente un épisode de sifflement associé au rhinovirus, eh bien, le risque est de multiplier par 10 de développer un asthme à l'âge scolaire. Et ce risque, il est plus important que des sifflements induits par le VRS, les para-influenzae ou par la grippe. On sait qu'en pédiatrie, chez le moins de 6 ans, 2 tiers des exacerbations d'asthme viro-induites sont liées au rhinovirus en milieu hospitalier. Et puis, parmi les exacerbations de BPCO viro-induites, eh bien, c'est vraiment le rhinovirus qui arrive dans les premières causes. Le rhinovirus est vraiment associé chez l'adulte à une altération des fonctions respiratoires. Et cet article qui avait été publié en 2013 dans le Lancet Respiratory Medicine, qui en fait essaye
d'expliquer les différents facteurs à l'origine des physiopathologies de l'asthme et de la BPCO, qu'est-ce qu'il y a en commun et qu'est-ce qu'on peut distinguer? Et ben, clairement, les infections respiratoires récurrentes des voies aériennes sont à l'origine, en tout cas, des facteurs associés à la genèse des BPCO et de l'asthme. Alors, pourquoi on s'intéresse aux virus respiratoires et aux rhinovirus? Eh bien, parce que la recherche est active, en particulier concernant les traitements anti-infectieux et les vaccins et l'immunoprophylaxie. Et donc, on a besoin d'avoir un diagnostic virologique précis, de savoir quel virus ou quel virus au pluriel ou au singulier sont impliqués dans une pathologie aiguë en cours devant une maladie de nos patients. Plus récemment, maintenant, on sait que le microbiote respiratoire existe et donc il y a une vraie interaction, je le disais tout à l'heure, entre l'hôte, les virus infectants et le microbiote des patients. Et puis aussi parce que depuis la pandémie, clairement, il y a un intérêt soudain pour les virus respiratoires et celui-ci, il est croissant. Pourquoi est-ce qu'on voudrait comprendre les codétections virus-virus? Eh bien, parce qu'en fait, l'idée, c'est quand on aura, on espère, des antiviraux spécifiques, par exemple des anti-VRS ou des anti-rhinovirus, et que nos patients hospitalisés auront des PCR multiplex positives à plusieurs virus, eh bien, on espère peut-être pouvoir réfléchir comme en bactériologie, c'est-à-dire peut-on savoir quel est le virus vraiment responsable en cas d'infection, de PCR positive à deux virus? Quel est le virus actif au moment où le patient est hospitalisé? Est-ce qu'il s'agit de co-infection, c'est-à-dire que c'est clairement les deux virus qui se répliquent et qui sont actifs et qui sont responsables tous les deux des symptômes de notre patient? Ou est-ce qu'il s'agit d'une infection séquentielle, c'est-à-dire qu'on a un premier virus qui s'est multiplié, qui a fait des dégâts, qui a un peu préparé le terrain pour, lorsque le deuxième virus est arrivé, eh bien, entraîner vraiment les symptômes à l'origine de l'hospitalisation du patient. Actuellement, il n'y a pas de marqueur virologique officiel, en tout cas pratiqué, recherché en routine pour identifier une réplication active au moment du prélèvement. Et donc, la question vraiment de ma thèse, c'était est-ce que quantifier la charge virale respiratoire de virus d'intérêt peut être bénéfique pour savoir quel est le virus responsable des symptômes du patient. Alors, les charges virales respiratoires, je vous le disais, il n'y a pas de protocole établi, il n'y a pas de référence. Et du coup, ce sont des PCR qui sont réalisés. Souvent dans les études, en fait, les auteurs utilisent les CT. Donc, en cas de CT bas, eh bien, on dit qu'il y a une forte charge virale. En cas de CT haut, il parle de faible charge virale. Et donc, il est nécessaire d'avoir une valeur quantitative exacte et donc de faire une PCR en temps réel. Alors, il y a des études qui utilisent ces PCR en temps réel, mais il y a des biais importants entre les études, notamment les populations cibles sont différentes. Ça peut être concernant l'âge, concernant la clinique, concernant le virus. Et parmi les études publiées, il y a plus d'études qui portent sur la charge virale des VRS et peu sur la charge virale des rhinovirus. Les études sur les charges virales des rhinovirus portent surtout sur des populations adultes avec des résultats très contradictoires entre les charges virales et la sévérité. Dans certains articles, il n'y a pas de différence de charge virale entre des patients hospitalisés et des patients ambulatoires. Dans d'autres, il n'y a pas de différence entre des charges virales entre des patients en soins intensifs et des patients ambulatoires. Il n'y a pas de différence entre les différentes classes d'âge et finalement, vraiment, les résultats sont très hétérogènes. Il y a des études qui essayent aussi d'étudier la charge virale au cours des jours, au cours du temps, au cours d'une infection pour des patients. Et ça, c'était une étude parue en 2012 qui étudiait en fait, qui incluait des étudiants donc à la fac. Et dès qu'ils avaient un rhume, en fait, on les prélevait. Et après, s'ils étaient positifs, on suivait leur charge virale dès les premiers jours des symptômes. Et donc, on a quand même l'impression qu'il y a une diminution de la charge virale au cours de l'infection, d'une infection classique. C'était en ambulatoire.
Cette étude parue en 2018 sur des patients ambulatoires incluant alors plutôt des adultes, en moyenne d'âge 38 ans, peu d'enfants, environ 1000 patients, a essayé de voir si, en fait, c'est la même chose que la diapo d'avant. Donc, au cours du temps, au cours des jours, par rapport au début des symptômes, on voit qu'il y a une diminution de la charge virale. Dans un deuxième temps, ils ont essayé de voir en fonction des différents espèces de rhinovirus. Alors là, je suis désolée, ça a coupé, mais en vrai, c'est le plus foncé, c'est les rhinovirus A. En gris moyen, c'est rhinovirus B, et en gris clair, rhinovirus C. Et vous voyez que globalement, il n'y a pas de différence entre les différents types, les différentes espèces de rhinovirus au cours du temps. Oula, j'ai doublé la diapo, pardon. Et là, ils essayaient de regarder les charges virales différentes en fonction de la gravité présentée par les patients. Alors, c'était des patients ambulatoires, donc il n'y a pas non plus les infections respiratoires ne sont pas très sévères. Et en tout cas, on a l'impression, les premiers jours, en cas d'infection plus sévère, que la charge virale est un peu augmentée comparée aux autres. Alors, dans les études pédiatriques, qui sont pour le coup très rares, parce que je vous rappelle, à la base, je suis pédiatre, il y a peu d'études. Il y en a une qui est parue en 2012 et qui a trouvé une corrélation, en fait, entre la charge virale et la sévérité chez des enfants hospitalisés, mais entre 11 mois et 3 ans. C'est-à-dire que sur le graphe de gauche, c'est ceux de moins de 11 mois. Donc, vous voyez, il n'y a pas l'air d'y avoir il n'y a pas de corrélation. En revanche, sur le graphe de droite, on a une corrélation entre la charge virale et la sévérité. Alors, il y a des études qui ont étudié aussi la charge virale et la virémie. En fait, la virémie, c'est de voir si dans le sang du patient, le virus est passé. C'est quelque chose qui n'est pas réalisé en pratique quotidienne et une équipe a fait en 2014 chez des enfants âgés de 1 mois à 14 ans qui étaient hospitalisés pour infection respiratoire aiguë. Et en fait, en même temps, ils faisaient un écouvillon nasopharyngé, une prise de sang. Et ils ont trouvé que la présence d'une virémie à rhinovirus est associée à une charge virale plus importante, à une CRP plus élevée, à une SAT plus basse et évidemment, forcément, si la SAT est plus basse, à une oxygénodépendance plus importante. Donc, sur ces données de littérature, on a décidé d'essayer de travailler à partir de 2 biotech, la biotech Guérande et la biotech Ecovir, que je vais vous présenter rapidement. La première cohorte, c'était Guérande. C'était une cohorte qui était prospective nationale, qui a inclus des patients entre 2012 et 2014, une cohorte exclusivement hospitalière regroupant 24 centres et qui a inclus des nourrissons de 6 semaines à 12 mois qui se présentaient aux urgences pédiatriques pour un premier épisode de bronchiolite aiguë modérée à sévère. Et à la base, cette étude avait pour objectif principal d'évaluer l'efficacité du sérum salé hypertonique en nébulisation aux urgences pédiatriques. Et donc, il y a eu une publication que je vous ai mise là dans le JAMA Pediatrics. Et en fait, au cours de ces inclusions, les patients étaient prélevés et tous les prélèvements nasopharyngés ont été rapatriés et stockés au CHU de Caen. 719 patients avaient été inclus et prélevés. La cohorte Ecovir, c'est une cohorte qu'on a montée, nous, à Caen, pour ma thèse, donc une cohorte prospective normande qui était multicentrique, vous le voyez, 8 centres réalisés en soins primaires et qui a inclus des patients entre 2018 et 2020. Les patients, c'était donc des patients de tous âges qui consultaient leur médecin généraliste lors d'une consultation donc pour des symptômes d'infection respiratoire aiguë. Ecovir a rassemblé 36 médecins généralistes investigateurs et ceux-ci réalisaient donc collectaient des renseignements cliniques donc, lors de l'inclusion et faisaient un prélèvement nasopharyngé qu'ils conservaient dans leur réfrigérateur et que l'on rapatriait au CHU de Caen. Le protocole a été publié dans deux revues différentes. Et du coup, je vous ai remis là le workflow, donc la semaine type d'inclusion d'Ecovir. Donc, les médecins généralistes investigateurs
incluait les patients le lundi, le mardi et le mercredi. Le jeudi, on venait récupérer dans tous les centres les écouvillons, les prélèvements qui étaient stockés au réfrigérateur. On les rapportait au laboratoire de virologie. Le jeudi et le vendredi, on alicotait et puis on faisait l'extraction et la congélation. Et à J7, on rappelait les patients pour avoir des données cliniques. Malheureusement, donc vous voyez là, pardon, ça c'est le diagramme donc des inclusions. Donc une première saison, qui avait très bien commencé, un peu plus mitigée, à la fin et puis, une deuxième saison, en fait, entre la première et la deuxième saison, on a fait un gros travail de motivation, des médecins généralistes. Voilà, je me suis à nouveau rendue, sur place, au contact de chacun pour, essayer de promouvoir vraiment les inclusions, le prélèvement nasopharyngé. On était avant la période de la pandémie, donc vraiment la réalisation du geste du prélèvement nasopharyngé n'était pas quelque chose de quotidien et de connu pour tous, tant pour les médecins que pour les patients. Et donc une deuxième saison 1 avec un peu plus d'entrain concernant les inclusions. Et malheureusement, on a été freiné et stoppé de façon assez abrupte par le confinement. Au cours de la 21e semaine d'inclusion de la deuxième saison. Donc, pour ma thèse, pour mes recherches, j'avais donc des prélèvements venant de deux cohortes, une issue de soins primaires, l'autre de l'hôpital, deux périodes différentes aussi, des patients différents, parce que pour Ecovir, pas de limite d'âge, et en ambulatoire avec des données cliniques, et la cohorte hospitalière, très homogène sur l'âge et également sur la clinique, parce que le diagnostic, c'était bronchiolite aiguë. Sur ces prélèvements, donc 685 issus d'Ecovir, 719 de Guérande, on a fait différentes analyses. On a donc extrait les acides nucléiques, on a fait une première PCR multiplex pour avoir donc le diagnostic virologique. Après, on a mesuré également l'abondance cellulaire de nos prélèvements. Et puis après, on a fait des PCR quantitatives avec sur les virus d'intérêt dont je vous parlais donc au début, donc les VRS, les rhinovirus et aussi les coronavirus. Malheureusement, les PCR quantitatifs concernant les coronavirus n'ont pas été n'ont pas abouti. On avait un souci au niveau technique et du coup, on a dû abandonner les PCR quantitatifs des coronavirus. Et sur les prélèvements positifs à rhinovirus, on a génotypé et séquencé les rhinovirus. Donc, au laboratoire de Viro, on a fait donc les PCR multiplex par Luminex. Et puis, c'est ce que je vous disais, on a sélectionné les prélèvements positifs au virus d'intérêt. Pour faire les PCR quantitatives, en fait, on a développé un plasmide multivalent avec dessus, sur ce plasmide, designé la présence de toutes les amorces des virus d'intérêt. Donc, il y avait les VRS A, B, les 4 coronavirus, donc OC43, HKU1, NL63 et 229E, et puis une amorce qu'on avait appelée Panrhino. Ce plasmide a été designé par nos soins au cours d'un travail de Master 2 par Estelle Leperchois, qui est toujours au laboratoire de virologie de Caen, et qui a été synthétisé par un prestataire. Et en fait, au cours de chaque PCR quantitatif, on faisait une gamme de standards donc, de ce plasmide. Et donc, on faisait une gamme de dilution, et comme ça, on avait une référence quantitative absolue. La question s'est posée au cours de nos manips de comment normaliser la charge virale respiratoire. Alors, au début de la thèse, on voulait rapporter la charge virale respiratoire en copie par cellule, comme il est fait dans l'évaluation d'autres charges virales, d'autres virus. Le problème, qui s'est posé à nous, c'est qu'en fait, on a dosé l'abondance cellulaire et qui est un indicateur d'un bon prélèvement, qui est dosé grâce à la GAPDH, donc qui a un gène de ménage qui est présent en 2 copies par cellule. Le souci, c'est que cette abondance cellulaire, on l'a faite dans tous les prélèvements et en fait, on avait des résultats avec des différences significatives selon les virus, selon l'âge des patients et avec une corrélation entre l'abondance cellulaire et la charge virale. Donc, on ne pouvait pas appliquer cette normalisation. Donc, on a décidé finalement d'exprimer la charge virale en copie par unité de volume. Donc, nos résultats.
Les premiers résultats, donc ce sont les résultats des PCR multiplex sur Guérande et sur Ecovir. Eh bien, les rhinovirus sont présents dans un tiers des cas, en fait, chez un tiers des patients. Un tiers des patients étaient positifs à rhinovirus, tant en soins primaires dans des populations donc, générales de tous âges que chez les enfants des nourrissons présentant une bronchiolite hospitalisée. Quand on fait en analyse unie et multivariée, clairement, le rhinovirus ressort comme un virus associé aux codétections. Concernant les rhinovirus et les codétections virales, donc les codétections virales représentaient 55% des prélèvements chez Guérande, 8% seulement dans la cohorte Ecovir, et le rhinovirus était codétecté chez 93% des nourrissons hospitalisés dans la cohorte Guérande et 73% des nourrissons en soins primaires. Le risque de codétection était multiplié par 94 en cas de positivité à rhinovirus chez les patients hospitalisés de façon significative. Alors, si on regarde maintenant le profil de codétection concernant nos deux cohortes, on voit que vraiment Guérande, donc la cohorte hospitalisée à droite, eh bien, les codétections sont vraiment arrivent tout de suite en termes de fréquence. Vous voyez que la première codétection, pardon, c'est HRV RSV, tout comme Ecovir. Alors, au Ecovir, on voit sur le diagramme de gauche les premières en termes de fréquence résultats, ce sont des monodétections, donc à rhinovirus, à la grippe, à VRS. Et les codétections arrivent quand même, elles sont peu fréquentes, mais la première codétection en termes de fréquence, c'est vraiment aussi rhinovirus et VRS. Et plus particulièrement dans les deux cohortes, rhinovirus et VRSA. Quand on essaye de corréler le rhinovirus avec un diagnostic, clairement, de façon significative, le rhinovirus, il est associé au diagnostic de rhinite. Quand on dose les charges virales de nos prélèvements et on essaye de le corréler à l'âge des patients. Donc là, je vous ai remis le diagramme, la distribution des résultats virologiques selon l'âge des patients. Le rhinovirus est en rouge framboise, là. Vous voyez qu'il est présent presque chez la moitié des patients, chez les moins de 6 ans, et après, plutôt entre 6 et 65 ans chez un tiers des patients, et puis chez les personnes les plus âgées, il est moins fréquent. Eh bien, en fonction de l'âge, la charge virale, elle est différente. Elle semble plus augmenter chez les personnes de plus de 65 ans et elle est plus faible chez les jeunes enfants. Et quand on compare Guérande, donc les nourrissons hospitalisés et les nourrissons d'Ecovir, eh bien, la charge virale des rhinovirus est plus importante en soins primaires. Quand on regarde les charges virales par rapport à mono ou codétection, sur ce diagramme, vous voyez à gauche la charge virale des rhinovirus seuls et après, en fonction des codétections, donc avec VRSA, avec VRSA plus B ou qu'avec VRSB, eh bien, elle est plus élevée quand le rhinovirus est monodétecté versus codétecté. On a ensuite essayé d'analyser la valeur des charges virales du rhinovirus en fonction du délai de prélèvement. Alors, le délai de prélèvement, c'est déclaratif, en fait. C'est le délai entre l'apparition des premiers symptômes décrits par le patient et le moment où on fait le prélèvement nasopharyngé. Eh bien, on a ce graphe-ci avec, on a l'impression quand même, donc c'est en fait le graphe que je vous ai montré sur la population estudiantine qu'on a essayé de refaire. Sauf que, en fait, là, on n'a pas de suivi individuel. Donc, les patients n'étaient pas prélevés plusieurs fois, ils étaient prélevés une seule fois. Et donc, effectivement, on a une tendance à avoir une charge virale plus élevée les 2 premiers jours, mais finalement, la belle courbe décroissante que l'on attendait, on n'a pas réussi à l'avoir.
On a ensuite, et ça je vous en parlais, regardé s'il y avait une corrélation entre les charges virales respiratoires et l'abondance cellulaire. Eh bien, oui, il existe une corrélation positive entre les charges virales respiratoires et l'abondance cellulaire. Ensuite, nous avons donc génotypé les rhinovirus dans nos 2 cohortes. Voilà les résultats. Donc, je vous le disais, c'est à peu près la moitié de rhinovirus A dans la littérature. Et puis après, en deuxième, le plus prépondérant, c'est le rhinovirus C pour à peu près 40% et le B à peu près 15%. C'est ce qu'on a retrouvé dans nos 2 cohortes, tant Guérande qu'Ecovir. On a voulu donc aussi comparer les charges virales entre Écovir, les nourrissons d'Écovir, hein, pour limiter les biais, et les nourrissons de Guérande. Et en fait, on a en rouge donc Écovir, les soins primaires, en vert la cohorte hospitalière. Eh bien, la charge virale à rhinovirus était plus élevée chez les nourrissons en soins primaires versus les nourrissons hospitalisés. Quand on regarde par rapport au rhinovirus A, B et C, en fait, il n'y a pas de différence de charge virale entre les rhinovirus A, B et C au sein d'Ecovir et entre les rhinovirus A, B et C au sein de Guérande. En revanche, pour chaque espèce de rhinovirus, donc A, B et C, à chaque fois, les charges virales étaient plus importantes en soins primaires chez les nourrissons comparées aux nourrissons hospitalisés. Sur ces diagrammes, on voit la densité. Eh bien, on voit que la charge virale était de façon étonnante plus variable dans la cohorte Guérande que dans la cohorte Ecovir. Alors, la prochaine diapo est longue à charger. Voilà. Ça, c'est l'arbre phylogénétique. Alors malheureusement, on ne voit pas très, très bien. En fait, c'était pour vous dire, les rhinovirus que nous, on a séquencés, ils sont en violet. Donc, en fait, ils sont tout au long de cet arbre phylogénétique. Et eh bien, ils sont donc en violet. Ils sont répartis vraiment enfin, ça, c'était l'arbre de référence, phylogénétique de référence, et on voyait qu'on était vraiment représentatif sur nos prélèvements de la heu diversité décrite des rhinovirus. Donc, pour terminer, je vais discuter un petit peu nos résultats. Donc, le rhinovirus, c'est le virus le plus prévalent, tout âge confondu, en soins primaires. Il est donc responsable principalement d'infections respiratoires hautes, et donc on a montré qu'il était associé, en tout cas dans notre cohorte soins primaires, à la rhinite. Il y a un risque augmenté de codétection virale en cas d'hospitalisation dans le même groupe d'âge, c'est ce qui avait été décrit, et donc du coup se pose quand même la question. Nous, on a comparé des groupes d'âge similaires, enfin on a toujours comparé Guérande au groupe d'âge des nourrissons d'Ecovir, et donc on se pose la question d'un lien entre co-infection et sévérité. Mais effectivement, les critères entre les études sont variables. Parfois, on parle de durée de séjour, parfois, ils parlent en termes d'unités de soins intensifs, parfois d'oxygénorequérance, etc. Et du coup, c'est dur, c'est difficile d'uniformiser les données. En tout cas, la codétection la plus fréquente retrouvée dans nos 2 cohortes, c'est la codétection VRS rhinovirus. La détection de VRS est associée à une probabilité diminuée de co-infection avec le rhinovirus, et du coup, on se dit possiblement qu'au cours ou au décours d'une infection à VRS, l'hôte pourrait être réfractaire à d'autres virus à cause d'une activation locale innée immunitaire et à l'inflammation en réponse à l'infection première. Et d'ailleurs, il avait été décrit dans la littérature qu'il existe une diminution du taux d'infection à rhinovirus chez les nourrissons qui avaient présenté dans les semaines précédentes une infection AVRS.
Alors, la charge virale à rhinovirus, elle est diminuée chez les personnes âgées. On se pose la question d'une diminution des défenses immunitaires innées. Et quand on compare les charges virales entre les nourrissons en soins primaires et les nourrissons hospitalisés, on a trouvé que la charge virale était plus importante en soins primaires. Alors, en fait, on l'a expliqué par le fait que le rhinovirus, dans notre cohorte d'enfants hospitalisés, il est détecté dans 93% des cas et que quand celui-ci quand le rhinovirus est présent en codétection, eh bien la charge virale est diminuée et donc on pense que c'est pour cela qu'on a trouvé une charge virale augmentée dans la population de soins primaires parce qu'en fait, elle était la plupart du temps, enfin, le rhinovirus était seul, était moins souvent codétecté et plus en monodétection. Donc, ce diaporama pour vous dire qu'il est important d'essayer de comprendre les interactions virales dans la pathogenèse des infections respiratoires aiguës, mais aussi en fait dans les pathologies chroniques des patients qui sont en fait au départ des nourrissons, des enfants, puis des adolescents et des adultes et des personnes âgées. Donc c'est un vrai continuum. C'est un vrai continuum. On espère en fait poursuivre le travail. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de suivre la charge virale au cours d'une infection chez un même patient. Et alors, hospitalisé, je pense que c'est plus simple. C'est même sûr de réaliser ce genre de travaux chez des patients hospitalisés que des patients en ambulatoire, même si on a quand même grâce à Ecovir, établi un premier, enfin non pas un premier, mais on a essayé de continuer un contact avec la ville qui a été difficile au départ, mais je pense qu'on peut arriver à une vraie coopération entre la ville et l'hôpital parce qu'il y a des vrais, en fait, en identifiant vraiment des interlocuteurs motivés, je pense que la recherche entre la ville et l'hôpital est réellement possible même si elle est compliquée et vraiment chronophage en termes pour relancer et motiver les troupes. C'était vraiment, vraiment chronophage. Et du coup, il faut, ce qui est intéressant et ce qui serait intéressant, c'est de suivre les patients atteints de co-infection pour voir l'évolution d'une éventuelle maladie respiratoire au décours. Est-ce qu'il y a plus d'asthme? Est-ce qu'il y a plus de PPCO? Et bien sûr, l'avenir est probablement sur la recherche d'interaction entre les virus et le microbiote respiratoire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Hortense. Encore toutes mes félicitations pour ce beau travail, bon, que je connaissais en grande partie puisque c'est ton travail de thèse et parce que je sais les difficultés que tu as eues et la charge de travail qui t'est imputée pour récupérer les données, ton petit tour en voiture d'un médecin généraliste à l'autre pour aller récupérer. Enfin, c'était un énorme travail et c'est impressionnant de ce que tu as réussi avec l'équipe à faire en soins primaires et je pense que il y a des vrais beaux projets à faire en soins primaires, que c'est pas évident, mais que vous avez réussi à faire un maillage Ouais. enfin voilà, qu'il va falloir continuer de faire. C'est des gens motivés, en tout cas ceux qui t'ont bien répondu. De toute façon, tu nous avais bien montré que c'était variable hein, d'un médecin à l'autre et que certains Ouais. avaient très très peu participé, mais ceux qui avaient bien Il participé, y ce avait un sont vrai des, vertueux, ouais. ouais, c'est vraiment des gens avec qui il faut continuer à travailler. Je pense qu'il y a Ouais, ouais, c'est sûr. mais en tout cas, un très très beau travail. Je vois que Jacques a levé la main. Je vais lui laisser la parole. Bonjour, Bonjour. bonjour, Bonjour. bonjour. Vous m'entendez? Très Oui, bien. Très bien. Écoute, bravo Hortense, hein, j'ai bien suivi le topo et je pense que le travail avec les médecins, ça va s'améliorer après le Covid parce que c'est devenu quasiment des soins courants de faire un prélèvement nasopharyngé avec un écouvillon. Donc je pense que ça, on peut, au contraire, je pense qu'il y aura moins de soucis plus tard en soins primaires parce que c'est devenu vraiment quasiment du soin courant grâce ou à cause, je ne sais pas, donc du coronavirus. J'avais une question. D'abord, j'ai cru au début que tu disais qu'il y avait euh, plus de charges de rhinovirus chez les personnes en soins primaires, chez les personnes de plus de 65 ans, et en conclusion, tu disais le contraire. Est-ce que j'ai mal entendu le début ou... vous avez raison. En fait, non, non, c'est nos résultats, en tout cas, issus des COVIR, c'est que concernant les rhinovirus, les personnes âgées avaient des charges virales plus élevées.
Pardon. Mais oui, et en conclusion, tu dis le contraire, en train de dire que c'est à cause de leur immunité qui est diminuée. J'ai l'impression que tu as... Bah oui, mais en fait, l'immunité est diminuée, donc la charge virale est plus élevée. Oui, mais tu as mis moins élevé, je crois, Ah, sur ta diapo pardon. finale. Non, non, c'est une erreur, pardon. Voilà. Donc, c'est juste pour voir si j'avais suivi. Oui, Donc, une autre question sur son écovir, c'est oui, qu'il y avait quand même 32%, j'ai cru voir, des prélèvements nasopharyngés négatifs oui, en soins primaires. oui. Alors du coup, Est-ce que c'était lié à l'âge? Est-ce que c'était... alors, lié Pourquoi? à Quelle est l'âge, oui, l'explication? il y a une vraie corrélation, c'est-à-dire que, il y a un effet, âge, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de prélèvements négatifs. Plus on vieillit, plus les écouvillons sont négatifs. Heu Tu l'as montré, ça? Je ne sais Ouais, pas si... ouais, alors enfin, je sais pas, je l'ai montré, mais rapidement, D'accord. sur une des diapos. Oui, oui, vraiment, plus les enfants sont petits, plus ils sont, enfin, plus ils Ah sont oui. infectés, enfin, en tout cas, plus on trouve les virus, plus il y en a, hein, parce que Parce- plus il y a de parce que- codétection et Hmm. finalement, chez les personnes âgées, il y avait presque 50%, enfin, les personnes, de plus de 65 ans, il y avait, 50% des prélèvements négatifs. Voilà. Parce que quand même, dans Guérande, il y avait que 2% 2%. négatifs, hein. Ouais, C'est 2% négatifs chez quand les même très enfants différent. hospitalisés. Ah ouais, on n'a pas du tout les mêmes profils. C'est quand même C'est très pour ça différent. que, quand on a comparé, à chaque fois on a comparé, quand on a enfin voilà, quand on compare Ecovir et Guérande, à chaque fois on compare Ecovir, les nourrissons d'Ecovir, aux nourrissons de Guérande. Oui, Parce que vraiment les profils, d'accord. sont différents et effectivement, et dans la littérature, alors il y a peu d'études pédiatriques. Il y a surtout des et en fait, du coup, c'est vrai que le profil des adultes est vraiment différent du profil des enfants, bah, tant sur, le oui, voilà, le pourcentage de négatifs que sur le pourcentage d'éco-détection. En fait, les enfants, ils sont, beaucoup infectés et à plusieurs virus, ouais. Et ma dernière question, si j'ose encore, c'est est-ce qu'il y a eu des études qui ont comparé la charge virale et essayé de faire dans les co-infections, hein, VRS, rhinovirus, est-ce qu'il y a des études qui ont comparé des sortes de transcriptomes ou de profils cytokiniques différents pour essayer de savoir si c'est l'un ou l'autre virus qui est le plus agressif. J'ai cru voir passer une fois une publication entre coronavirus et VRS où ils avaient dit, ben non, c'est le VRS parce que le profil était différent. Je ne sais pas si Entre vous VRS avez, et rhinovirus, non, c'est pas, il y a, non, savoir s'il y a une étude justement non. pour se Ouais, dégager de la charge virale et pour regarder plutôt l'expression du nez, de la réponse du nez, soit transcriptome, soit profil cytokinique, si c'est différent. non, enfin, en tout cas, ça me dit rien. Voilà, je baisse la main. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit à la toute fin sur microbiome VRS. Je ne sais pas si tu as vu passer, c'est une vieille étude. Ça commence à être une vieille étude où ils avaient exposé des volontaires sains et des volontaires BPCO au VRS, au rhinovirus volontairement. Donc, ils leur ont fait volontairement une infection à rhino. Et Ouais, derrière, ils ont regardé le microbiome. Je crois que c'était J1, alors je sais plus si c'est J3 ou J7, c'est de mémoire. Enfin, en tout cas, au début de l'infection, en fin d'infection et à 15 jours. Et en fait, chez les patients sains, le microbiome variait un peu au début, mais globalement se revenait à la normale. Et chez le patient BPCO, il y en a un certain nombre, en fait, où ils voyaient l'expansion d'un clone d'Haemophilus. OK. Je pourrais te retrouver le papier, Ouais, mais je ouais, pense que alors eux, c'était vraiment une infection, enfin, je sais pas comment éthiquement c'est ouais, passé. ouais, chez l'adulte, quoi, mais ouais, C'est ouais. l'adulte, mais bon, quand même, parce que je veux dire bon, OK, le patient sain, c'est un banal rhume, on voit Oui, pas mais le grand-chose. BPCO, ça peut être, Ouais, donc je trouve que n'importe quoi. Ouais. bon, en tout cas, c'est passé, hein, donc je ne sais plus dans quel pays, je dirais aux US, mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais voilà, je pense qu'il y a des trucs à faire et le rhinovirus, il est pas aussi anodin, qu'on le croit. Et c'est Ouais. rigolo parce que j'étais à Lyon jeudi dernier pour un DPC. Donc moi, je suis intervenue sur mes mycobactéries et c'est Bruno Lina qui est intervenu derrière, sur virus respiratoire et il est un peu comme toi, il dit: «Rhinovirus, il faut qu'on se penche vraiment dessus, c'est un virus bien plus important qu'on ne le croit». Bah et c'est-à-dire que oui, je pense et alors nous, les pédiatres, là, cette année, on a été un peu,
enfin, il y a eu des rebondissements parce qu'il y a eu la mise sur le marché du Beyfortus et donc du Mmh. coup, on a cru voir disparaître notre épidémie, AVRS et en fait, bon, pour l'instant, c'est en tout cas cette année, ce ne sera pas le cas. Mais c'est vrai que, si la couverture, enfin, si l'adhérence, des patients, des parents des patients, est aussi forte et que, le nombre de doses est suffisant et qu'on Ouais, arrive c'est à ça. couvrir, enfin voilà, à 80 des nourrissons, et que le VRS, vraiment les épidémies à VRS sont diminuées, probablement il va y avoir l'émergence, enfin les autres virus vont probablement réagir, hein, et du coup, il va peut-être y avoir une modification et peut-être que le virus de la bronchiolite, ça sera plus le VRS, mais ça sera peut-être le rhinovirus et du coup, c'est vrai que je pense on va en avoir enfin, on va en entendre parler, clairement au cours des prochaines années. Moi, je pense que enfin, après voilà, on ne sait pas de quoi sera en fait les prochaines saisons, mais il va y avoir une adaptation, si le Beyfortus Ouais. vraiment, a N'oublie pas le cousin germain métapnovirus, hein. oui, Oui, Je oui, sais oui. oui, pas si non, tu mais l'as c'est dit. sûr, en fait, ils vont tous, s'adapter, mais c'est vrai que, Ah c'est puis, bah, la brèche, enfin voilà, la brèche va être ouverte et bon, c'est vrai quand on a une infection virale, on peut toujours en faire une juste derrière, mais en général, il y a quand même, voilà, une réaction et ce qui fait que là, s'il y a pas d'infection avec le VRS derrière, C'est ça et surtout que, enfin, on voit que les VRS, c'est surtout les petits enfants. Il y a quand même des papiers qui disent qu'il y a une simili-protection, enfin relative, quand un enfant fait une bronchiolite à VRS, il semble un peu plus réfractaire à une infection à rhinovirus. S'ils sont plus infectés par le VRS, ils vont peut-être enfin vraiment, bah, oui. s'infecter plus tôt et c'est vrai que, on ne sait pas ce que ça va donner donc pour le coup, oui, oui, je pense que les rhinovirus, on va en entendre parler au cours des prochaines années. Bon, c'est voilà, donc tu as bien choisi ton sujet. Ouais, on verra. Ah bah, de toute façon, je pense que clairement, les infections virales, Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr que, il y a de quoi enfin, c'est intéressant et puis ça bouge tout le temps. Enfin, je veux dire, il y a pas de c'est en permanente évolution donc chaque année, est épidémiologiquement unique et donc du coup, c'est vrai que, entre ce qui arrive en termes de prévention, il va peut-être y avoir aussi des traitements spécifiques antiviraux, il va y avoir, au cours des prochaines années, des modifications des épidémies, ça c'est sûr. bah, mais c'est certain. Puis je pense que ce qu'ils ont commencé à faire soit en termes de vaccination, là je parle plus d'immunothérapie, mais de vaccination pour le Oui, VRS entre autres, oui, je pense que, bah, c'est le premier d'une longue série. À mon avis, oui. ils vont continuer à bosser dessus, hein. Bah, là, oui, oui, non, mais actuellement, quand on regarde actuellement ce qui est développé enfin, dans la recherche en termes de vaccins, et voilà, enfin, il y a des dizaines de vaccins en cours de recherche, donc c'est sûr que ça enfin, voilà, on est très proche de tout ça, hein. Les prochaines années, elles vont être décisives, hein, ouais, en termes de prévention, que ça soit les vaccins ou les immunothérapies, hein. Mmh. Ouais, non, non, mais voilà, je pense qu'il faut absolument que la FHU Respire se poursuive pour qu'on puisse, Oui, oui. continuer à travailler ensemble, et se donner les moyens du G4. Après, on peut toujours le faire sans la FHU, mais c'est quand même un peu plus facile pour Ouais. faire des beaux projets parce que je pense qu'il faudrait qu'on arrive à poursuivre bah, ce que tu as essayé de faire dans les soins primaires et il va falloir qu'on arrive à motiver, les médecins pour participer. Après, on a des gros projets alors qui n'ont strictement rien à voir avec les infections virales. Encore qu'on pourrait, enfin, c'est des populations un peu particulières, mais de programmes de dépistage, du cancer bronchique où il va falloir forcément mettre en œuvre les soins primaires. Mmh. Donc je pense que ces médecins généralistes, il faut qu'on apprenne à les travailler de plus en plus ensemble, quoi. Ouais, beh, je pense qu'il y a une vraie, part des médecins qui sont vraiment, demandeurs en fait et qui sont intéressés et puis, en fait, moi ma difficulté finalement ça a été d'identifier ceux sur qui je pouvais entre guillemets «compter» ou pas. C'est vrai finalement on a eu 38, enfin 36 médecins, investigateurs et il y en avait une dizaine qu'on prélevé en fait. Donc c'est vrai Ouais, que, ouais.
Voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment, je trouve que ce qui est difficile en soins primaires, c'est d'identifier, les interlocuteurs privilégiés. Parce que c'est vrai que, quand on rencontre 36 médecins, enfin, en plus, j'en ai rencontré plus parce qu'il y en avait qui m'ont dit non, mais 36 médecins à qui on donne du matériel, à qui on envoie des messages, à qui on envoie des mails, réguliers et cetera, pour finalement qu'il y en ait que 10 qui prélèvent. C'est vrai que c'est, très Mmh. chronophage et du coup, Non, je non, mais pense que, oui, c'est bien, enfin, je pense qu'il bah, faut, hein, clairement, favoriser ce lien avec l'ambulatoire, mais vraiment en essayant au maximum de privilégier, ceux qui fonctionnent, quoi, les liens qui marchent tout et à qui, fait. Après, peut-être que via les maîtres de stage, ceux qui sont à la investis on auprès des avait ouais, départements de médecine générale, on a un peu plus le de coup, chance et puis c'était après, il que faudrait des qu'il y ait une reconnaissance financière, hein, parce que ça a quand même un peu de temps, hein, et ouais. que, bah, le temps, ils en ont pas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, finalement, nous, c'était que des maîtres de stage pour le coup. On s'est basé Ouais, mais ça, je pense que que sur c'est des maîtres de stage et après on a vraiment, on a répondu à un appel à projet. On avait de l'argent, hein, pour les rémunérer, mais ça a pas c'est pas ça qui était vraiment, dans la ouais, enfin, très, très finalement, il y en a beaucoup qui disaient: «Non, mais en fait, on s'en fiche, enfin, c'est pas ça le». Clairement, c'est il pas manque ça de temps, l'important. en fait. Ouais, il manque de temps. Il manque de temps. Et puis moi, c'était, je sais franchement, ce qui est revenu en premier, hein, c'est vraiment l'appréhension du geste, de la réalisation du Oui, mais là, pour le coup, le geste, là, c'est fini. comme disait Jacques, c'est plus un problème, hein. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, on referait Ecovir, je pense que ce serait vraiment différent. Mais vraiment, le geste, il y en a qui ont jamais passé le cap et jamais réussi. Ils avaient peur, quoi. Vraiment, ils avaient peur de Ils savaient pas, mais c'était une préparation pour c'est la ça, suite. ça. Exactement. Il faut qu'on se méfie de la prochaine étude que tu veux faire, hein, parce que ce sera peut-être annonciateur, Non, 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 ouais, je vais faire des thoracotomies ou non, non, je rigole. Non, 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 oui, non, 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 non. non, mais après aussi éventuellement via les internes de médecine générale, en les impliquant comme tu avais fait pour certains, Ouais, 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 mais alors ils ont pas le droit d'inclure, moi je voulais oui, y aller, oui. c'est ça le problème, parce qu'on avait 5 internes de médecine générale qui Non, mais ils pourraient très bien, tu sais, ils sont en stage là-bas, donc si le ouais, ouais, médecin les maîtres de stage qui ont des internes, ça, peut-être, ça. leur proposer et puis, bah, de se comme tu avais fait, je pense que ça L'interne, ferait deux. ils réalisent le prélèvement, eux, ils remplissent le questionnaire. C'est ce Ouais. qu'on avait, ouais, on avait essayé, mais bon, c'était pas concluant non plus, mais bon. Non, mais c'est à réfléchir comment on peut faire, mais je pense vraiment qu'on doit, au maximum trouver le moyen, de travailler en soins primaires, surtout pour ce genre de choses. Parce Ah que oui, comme tu l'as très bien dit au début, les données, à l'hôpital, c'est complètement enfin, c'est d'autres questions et d'autres réponses. c'est ça, exactement. C'est vraiment une cible Oui, et ça c'est une représente niche au sein de l'ensemble des infections. exactement, exactement. Si on veut avoir un impact plus grand, en fait, il faut, clairement, inclure les soins primaires. Mmh. Mmh. OK, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Parce qu'on s'approche de 14 heures dangereusement. Bah, écoute, s'il y a pas d'autres remarques, je vais repartager 30 secondes mon écran. Hop, pour te dire simplement merci. Pour également, vous donner rendez-vous alors, comme, le mardi, du mois prochain, je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Nous avons décidé de ne pas mettre, de dernier mardi du mois au milieu des vacances de Noël. Donc, je vous souhaite, de très bonnes fêtes de fin d'année, à tous et je vous donne rendez-vous le mardi 30 janvier 2024 à 13 heures et on recevra l'association Santé Respiratoire France.